Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Thomas Barr. Alors c'est un peu drôle pour moi en fait d'être devant vous aujourd'hui, parce qu'il y a 15 ans j'ai commencé mon premier travail, c'était à Disneyland Paris, et j'ai justement quitté Disneyland Paris pour rentrer à travailler dans le digital. Donc c'est un peu étrange de revenir ici au sein de Disneyland Paris, que ce soit le digital qui me fasse revenir. Donc moi je me présente, donc je travaille dans une agence spécialisée Google Ads qui s'appelle BTP, donc j'accompagne des clients principalement sur des thématiques d'acquisition de trafic payant sur Google Ads et aussi sur Facebook. Alors, pourquoi automatiser une campagne Google Ads ou Facebook, quel que ce soit? Alors la première raison, je pense que je n'aurais pas besoin de vous l'expliquer pendant des heures, c'est déjà un gain de temps. Moi, quand je rencontre des consultants Google Ads qui travaillent depuis 5 ans, qui continuent à kiffer, à faire des termes de recherche négatifs ou des tâches chronophages répétitives, je suis toujours un petit peu circonspect. Voilà, donc c'est surtout un gain de temps et surtout un gain d'intérêt. La deuxième raison, c'est aussi qu'au bout d'un moment donné, si vous gérez des grosses campagnes avec beaucoup de volume, vous allez avoir énormément de données à gérer, énormément de données à traiter, et le faire à la main, ça devient à la fois fastidieux et extrêmement compliqué. Et le dernier point, et c'est peut-être celui qui est peut-être le moins intuitif, mais c'est surtout que être feignant, ça vous rend intelligent. Mais je vais même aller plus loin, c'est que être feignant, cela doit vous rendre intelligent. Et pour une bonne et simple raison, c'est que le métier et le support Google Ads et Facebook Ads et tous les autres est en train d'évoluer. Et en train d'évoluer, et vous allez encore dire un prêtre qui va dire que l'IA va détruire des jobs, mais c'est une réalité. Vous pouvez voir le premier article de presse, Zalando, l'année dernière, a supprimé 250 personnes qui travaillaient dans le marketing pour le remplacer par des algorithmes. Google Ads est en train de préparer une version de display où vous ne payez plus ni au clic, ni au CPM, mais à la conversion. Donc on change totalement en fait, le paradigme, puisqu'on passe d'un moment où vous optimisez pour essayer de réduire au maximum vos pertes. Là, vous allez tout simplement en fait, essayer d'avoir le maximum de reach le plus large pour avoir un maximum de conversion. Donc ça change totalement le paradigme. Et donc ça change le métier, vous passez donc d'un métier d'opération à un métier de stratégie. Et vous connaissez tous cette fameuse phrase de Rabelais qui dit autre chose, je viendrai plus tard. Donc automatiser, c'est très bien, et c'est extrêmement important, je vous recommande tous à le faire, mais pour autant il y a des dangers, et c'est important de les avoir en tête. Alors ça, c'est une courbe d'un client que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Donc il a mis en place des automations. Donc en rouge, vous avez le coût par conversion, et en bleu, donc vous avez le nombre de conversions. Donc qu'est-ce qu'il a fait, ce bon monsieur? Il est arrivé, il a rencontré un outil, on lui a mis en place plein d'automations. Et donc, bien évidemment, lui, il a dit tout de suite, moi je veux baisser mon coût par conversion. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'outil, lui, tout simplement, il est pas intelligent. En fait, il ne fait qu'appliquer que des règles mathématiques. Et donc, il a baissé tous les jours le CPC. Ce qui fait que le client était content, puisque très vite, on peut voir, donc on voit la courbe rouge. Alors, il y a cette petite bump qui était à cause d'août, qui est toujours un mois un petit peu particulier en termes d'acquisition de trafic et de conversion. Mais on voit donc effectivement le coût par conversion qui baisse, mais le nombre de conversions qui baisse aussi de manière inexorable, ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous êtes une société, c'est bien d'avoir un coût de conversion qui effectivement est respecté ou qui atteint vos objectifs, mais si vous n'avez plus de conversion, il n'y a plus de société, quoi. Donc de toute façon, ça ne change pas grand-chose, quoi. Donc effectivement, cette fameuse phrase de Rabelais qui est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », donc il y a la version 2019 qui est « automatisation sans supervision n'est que ruine de votre budget immédiat ». Le deuxième point, ce qu'il faut bien prendre en compte sur l'automatisation, c'est que l'automatisation, c'est soit une décision qui est prise par un algorithme ou par une formule que vous auriez pu déclencher, ou bien une aide à la prise de décision. Mais s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'aide à la décision. Et on le verra un petit peu plus tard, c'est que si vous avez des campagnes qui sont toutes petites, toutes réduites, ne faites pas d'automatisation, puisque de toute façon, ça ne vous donnera jamais rien. Et le dernier point, c'est qu'une automatisation, c'est un coût de setup, c'est un coût de mise en place. C'est-à-dire que si vous mettez en place une automatisation qui vous prend des heures et que le résultat est pratiquement nul, en fait, vous avez juste perdu des heures. Donc, vous vous êtes fait plaisir et c'est cool, mais ça ne change pas grand-chose. Juste pour la petite histoire, moi, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un consultant qui a montré son script qu'il avait mis en place sur Google Ads pour sortir tous les mots-clés avec des quality scores hyper faibles, avec une data vise sur Data Studio. C'était franchement hyper impressionnant et vraiment, ça donnait
C'était chouette. Sauf qu'en fait, en un filtre dans Google Ads, vous l'avez directement. Donc il a passé des heures à faire ça pour finalement quelque chose qui ne lui a apporté aucune valeur ajoutée. Alors maintenant, on va voir comment automatiser. Et on va voir que finalement, automatiser, c'est parfois des choses qui sont relativement simples. La première chose qu'on peut automatiser, c'est tout simplement au sein de Google Ads, puisque Google Ads dispose aujourd'hui de plus en plus en fait, de manières de créer donc, des campagnes automatisées. Donc le plus simple, j'imagine qu'en tout cas que tous vous connaissez la DSA, ce qui permet en fait tout simplement de créer des campagnes sur la base de votre site web et vous n'achetez plus des mots-clés, mais c'est Google qui achète des mots-clés en fonction de votre site web. Donc vous allez me dire, c'est connu, ça c'est extrêmement simple. Mais je vais vous donner un cas client que j'ai fait pour l'un de mes clients, qui est une chaîne de restauration rapide, qui travaille notamment sur tout ce qui est produits frais et donc des choses qui sont faites à la mesure. Et une manière qu'ils ont fait d'appuyer leur message, c'est de faire un blog où ils proposent en permanence de nouvelles recettes de cuisine qui sont en fait celles qui sont faites par les cuisiniers que vous avez face à vous lorsque vous commandez un plat. Un, ça n'a pas de sens en fait, d'acheter en fait, des mots-clés sur des recettes de cuisine. Et deux, comme ils apportent des nouvelles recettes pratiquement tous les jours, ça serait un travail en fait, extrêmement épuisant que d'acheter ces mots-clés-là. Par contre, on a mis en place en fait, des automations qui permettent en fait, de nourrir en fait, des bases d'audience, donc Google Analytics, qui soient à la fois des imports, des emails des clients en fait, qui se connectent sur le Wi-Fi chez eux, mais également les gens qui se connectent sur les pages Facebook ou bien sur le site web. On met en place une DSA qui est basée sur le blog, ce qui fait que tous les jours, cette DSA est mise à jour par rapport aux nouveaux articles et aux nouvelles recettes qui sont postées. Et donc derrière, ça nous permet de toucher un public en retargeting au sein de Google Ads, de toujours reconstruire ce lien entre le consommateur et l'annonceur, qui est qu'on fait des produits frais, on fait des recettes qui sont innovantes, qui sont agréables, qui sont bonnes et auxquelles vous avez du plaisir à retrouver. Le deuxième point, c'est Smart Shopping. Alors, ça a été lancé courant de l'année dernière. Donc, c'est assez simple. C'est votre campagne shopping. Vous mettez votre flux produit, vous donnez un objectif et ça fait tout seul. Et alors, je dois admettre, ça fonctionne extrêmement bien. On a des meilleurs résultats que beaucoup de campagnes qui sont faites par des êtres humains. Le seul défaut, le seul reproche qu'on pourrait donner, c'est que c'est une black box absolument totale. Vous savez juste les produits qui sont vendus, vous ne savez pas où ils sont vendus, il y a du retargeting display qui est fait sur la base de votre smart shopping, vous ne savez pas où il est fait, vous ne savez pas sur quel annonceur, vous ne savez pas sur quel site web, ni sur quel format, rien du tout. Donc c'est à la fois extrêmement puissant, extrêmement fiable, mais aussi vous rentrez dans un système où globalement vous faites des ventes et vous ignorez pourquoi. Ce qui fait que demain, si vous ne faites plus de ventes, vous n'aurez aucune action pour le corriger. Et le dernier point, c'est le Smart Display. Donc c'est à peu près la même chose que Shopping, c'est-à-dire que c'est Google un algorithme. Et donc là, pour l'occasion, c'est toujours pareil. C'est une black box absolument totale et incroyable. Par contre, l'autre défaut, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, ça ne fonctionne pas du tout, sauf si vous avez beaucoup de budget. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré d'annonceur qui avait suffisamment de budget pour se payer une campagne Smart Display, puisque aujourd'hui Google recommande d'investir l'équivalent de 100 fois en fait, votre budget de conversion pour commencer à obtenir des résultats. Donc moi, je n'ai pas de clients qui sont capables d'investir autant d'argent à perte sans savoir ce qui se passe. Alors vous avez également les bidders dans Google Ads. Et c'est assez marrant, puisqu'en fait, c'est à peu près un des rares sujets qui n'est jamais utilisé par tous les clients que je rencontre. Alors je vais commencer par la fin, parce que c'est toujours sympa de commencer par la fin dans les présentations. Par les bidders conversion, donc notamment le bidder au CPA. Donc pour ceux qui le savent, aujourd'hui, vous devez avoir 50 conversions pour que ça commence à vraiment être efficace. Par contre, il y a un point qui est extrêmement important que vous devez avoir en tête, c'est que 50 conversions par campagne. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré un prospect hier, il m'a dit je veux mettre en place le CPA, il a 10 campagnes, il a 70 conversions, mais en fait, il n'a pas 50 conversions. En fait, il a 7 conversions par campagne, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc c'est pareil, c'est extrêmement efficace, mais c'est réservé bien évidemment à un certain club de personnes qui ont beaucoup de données et qui ont beaucoup de conversions. Alors ensuite, vous avez les bidders branding qui sont basés en fait sur les impressions, sur le nombre de recherches, sur le taux d'emplacement. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai jamais rien compris à ce bidder et c'est vraiment ce que j'appelle la feature qui a été créée pour faire plaisir à mon boss, puisque Google Ads c'est un outil qui vous sert à acquérir du trafic payant qualifié sur lequel vous faites une conversion. Les gens qui vous racontent qu'on fait du branding sur Google, vous mentent, puisqu'on ne fait pas de branding.
C'est-à-dire qu'on fait juste de l'acquisition de trafic. Effectivement, avec le temps, il y a un effet collatéral positif qui est que lorsque les gens fréquemment tapent hôtel dans Google et que le premier c'est toujours Booking, ou à un moment donné, effectivement, les gens intègrent que vous êtes un acteur du monde hôtelier, mais fondamentalement, on ne fait pas de branding. Donc le dernier point, bien évidemment, c'est le trafic. Donc la plupart des gens sont toujours au CPC manuel. Moi, j'ai une petite faiblesse. Alors, je suis à peu près le seul de la place de Paris à l'utiliser, qui s'appelle le bidder maximiser les clics, que je trouve très bien, surtout en lancement de campagne. En tout cas, moi, je vous encourage à le faire. Il a un gros défaut, c'est qu'il a tendance à outbider pour essayer d'avoir des positions. Par contre, lorsque vous lancez une campagne que vous ne connaissez pas le marché, que c'est une nouvelle campagne, un nouveau client, c'est extrêmement pratique et c'est extrêmement utile. Ça vous permet de vous concentrer sur la partie, on va dire, créative, sur la partie qualité de votre campagne et de vous donner à peu près des règles de où est-ce que vous vous situez par rapport au marché, par rapport à votre taux de qualité et par rapport à votre taux d'impression. Alors les règles Google Ads, c'est pareil, un autre produit qui est finalement assez peu utilisé. Tout simplement, c'est que vous pouvez paramétrer, vous voyez là, alors c'est écrit peut-être un peu petit, mais à peu près sur tous les éléments, vous pouvez créer des règles qui disent à Google, en fonction de telle circonstance, telle chose qui se passe, tu peux modifier telle ou telle chose dans ma campagne, ou au niveau de mon mot-clé, ou au niveau de mon groupe d'annonces, ou au niveau de quoi que ce soit. Alors, à titre personnel, c'est mon sentiment personnel, peut-être que vous rencontrerez d'autres personnes qui vous disent le contraire, je vous décourage de mettre en place des règles d'action, c'est-à-dire qui changent vos campagnes. Parce que sinon, vous vous retrouvez exactement dans la même chose que le client précédemment qu'on a vu, c'est-à-dire que vous pouvez dégrader la qualité de votre campagne sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que quand tous les jours, vous avez une règle qui passe et qui fait changer votre campagne, qui fait changer les bids, comment vous pouvez savoir ce qui finalement a changé ou pas? Voilà. Par contre, vous allez me dire, Thomas, t'es bien gentil, mais je suis déjà spammé de mails toute la journée, je reçois trop de mails de mes clients, je reçois trop de mails de mes prospects, enfin, ça, on est toujours content de recevoir trop de mails des prospects, ou trop de mails de Google, trop de mails de gens qui veulent me rencontrer. Moi, en fait, j'ai une petite trick à vous proposer, c'est que les règles donc, que vous mettez en place, vous les faites suivre donc, directement dans votre boîte Gmail, puisque vous avez un compte Google associé. Vous mettez en place en fait un automation qui peut être Zapier ou IFTT, et derrière vous les stockez au sein d'un Google Sheet ou d'un autre conteneur de data. Pourquoi? Pour faire ça, moi j'ai un de mes clients, quand je lui dis ton taux d'impression il est de 80% et tu perds 20% de ton marché parce que tu n'as pas assez de budget, il me dit ok, il dit je suis quand même présent 4 fois sur 5. Par contre quand je lui dis 5 jours sur 7, 80% de ton budget est dépensé à 18 heures, savoir qu'aujourd'hui, il y aurait 20% de son budget pour finir la période qui est la plus importante pour lui en termes de business, c'est-à-dire 18h, 21h, tout d'un coup, ça l'embête. Et ça, je trouve que c'est un argument massu qui peut permettre de beaucoup plus facilement convaincre les gens, soit de vouloir changer les horaires quand ils ne veulent pas les changer parce qu'ils se disent qu'ils veulent être présents toute la journée, tout le temps, ou bien d'augmenter le budget. Donc vous avez comme ça la manière de pouvoir faire pas mal de data viz. Editor, alors ça c'est un petit truc pareil, je vais être honnête avec vous, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc comme quoi on en découvre tous les jours. Donc au sein d'AdWords Editor, vous avez cette petit onglet tout en bas à droite, alors là il est cliqué donc il est monté en haut, mais ça vous permet en fait de voir en un coup d'œil. Donc là, je me suis amusé à télécharger en fait plein de campagnes et donc de prospects. Et donc on peut voir en fait tout ce qui ne va pas en un coup d'œil sur toutes les campagnes de vos clients, selon les règles Google. C'est bête, mais ça vous permet, notamment quand vous êtes une prise de poste et vous devez changer plein de choses, ça vous permet de voir effectivement toutes les groupes d'annonces qui n'ont pas d'annonces, toutes les annonces qui ne tournent pas, toutes les groupes d'annonces qui n'ont pas de mots-clés. Enfin bref, toutes ces petites choses qui sont hyper difficiles, qui sont hyper pas évidentes à avoir à la main, en fait vous les regroupez en un coup d'œil. Donc à proprement parler, ce n'est pas vraiment une automation, mais en tout cas ça vous permet de gagner un temps assez considérable. Donc l'autre sujet qui est là vraiment réservé déjà si vous avez déjà un peu de temps, un peu d'énergie et un peu de budget, ce sont les scripts sur Google. Alors les scripts sur Google, je ne vous ai pas mis d'exemple, mais vous tapez juste Google Script dans Google et vous allez en trouver plein d'exemples. Notamment là, celui que je vous montre, donc c'est tout simplement une petite règle automatique en fait qui pousse sur un Google Sheet qui vérifie tous les jours si les landing pages du client ne sont pas en erreur 404.
Donc c'est assez simple et c'est assez bête. Moi j'ai un de mes clients, voilà, il avait plein d'outils de création de landing page et donc parfois ça tombait en panne et donc au moins ça permettait tout de suite de voir quelle page a été en 404. Sinon vous avez à droite de l'écran, vous avez un logiciel sur internet qui est gratuit jusqu'à 10 sites web qui s'appelle Uptime Robot. Je vous encourage tous à l'installer même si vous ne faites pas de Google Ads parce que c'est hyper puissant. En fait il vient vérifier toutes les 5 minutes que votre site web est live ou pas. Et s'il n'est pas live, il vous envoie un email pour vous prévenir. Je peux vous dire que lorsque vous commencez avec un prospect et que vous êtes le premier à lui remonter que son site web ne fonctionne plus, c'est un petit argument massue qui crée vraiment très vite de la confiance. Mais voilà, en fait, il y a une autre manière encore d'envisager les scripts, c'est de les associer effectivement avec des outils de data vis comme Google Data Studio. Donc là, je vous ai masqué en gris les données de mon client, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un script en fait, qui ressort en fait, le score de qualité découpé par les 3 facteurs qui composent le score de qualité. Donc le CTR, la pertinence de l'annonce et la qualité de la page. Et surtout derrière, ça me permet en fait, en utilisant un outil de data vis, ça me permet en fait de voir en temps réel quels sont les groupes d'annonces, quelles sont les campagnes qui pêchent et à quel niveau. Et au moins, ça vous permet en fait très facilement en fait de travailler directement au niveau de la campagne, voire du groupe d'annonces, pour essayer d'améliorer les choses et surtout sur quels facteurs. Donc là, typiquement, on voit que les pertinences de l'annonce, donc c'est en bleu, donc c'est très bonne qualité. Par contre, on voit qu'effectivement, le taux de clic attendu est pas bon. Donc, il va falloir travailler effectivement sur la segmentation des groupes d'annonces afin de réduire le nombre de mots-clés en mots-clés larges, agrandir effectivement la sémantique et le champ lexical pour avoir plus de groupes d'annonces, pour améliorer donc le taux de clic attendu. Et donc voilà, en utilisant toutes ces petites automations, vous allez pouvoir effectivement facilement pouvoir directement cibler là où ça fait mal. Vous avez également un module dans Google Ads, alors qui a beaucoup moins de sens maintenant avec Google Data Studio, mais qui vous permet en fait de remonter facilement toutes les données directement au sein de Google Ads et qui le fait de manière automatique. Alors effectivement, il fut une époque, c'était un outil qui était très utilisé notamment pour des questions de reporting, puisque avant Google Data Studio, il y avait les outils de reporting sur Google Ads étaient quand même vraiment pas terribles. Néanmoins, moi j'utilise encore beaucoup, notamment pour tout ce qui est termes de recherche. Je ne sais pas vous, mais les termes de recherche et mots-clés négatifs, c'est à peu près la chose qui me pèse le plus dans mon quotidien. Et donc, le fait de pouvoir en fait, les extraire comme ça en bulk et puis derrière d'être capable de les retraiter avec des filtres au sein d'Excel, ça vous permet de gagner un temps assez important et surtout pouvoir le faire de manière macro, c'est-à-dire sur des longues périodes sur lesquelles vous pouvez déterminer. Par exemple, en utilisant ces techniques-là, moi j'ai un de mes clients qui travaille dans tout ce qui est création de sites web. On s'est rendu compte qu'il y a des termes de recherche génériques qui se transforment et des termes de recherche génériques qui transforment beaucoup moins bien. Et c'était pas si évident que ça, puisque c'était des termes de recherche qui étaient mélangés au sein de plein de groupes d'annonces. Quand vous achetez création de site web ou créer un site web, savoir quelle est la différence entre les deux et savoir lequel entre le verbe d'action et je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, le nom qui dit création, quoi. Lequel est le plus puissant, c'est pas évident à savoir. Donc là, moi, en tout cas, vous pouvez le voir. Alors, dans l'annonce, dans le titre de la conférence, j'avais parlé sans outils payants, mais je vais quand même faire juste une toute petite aparté, parce que ce sont des outils qui peuvent être extrêmement pratiques. Alors j'ai mis une photo de Tiger Woods, parce que moi, mes parents, ils sont golfeurs, et ma mère, il y a quelques semaines, s'est acheté les clubs de Tiger Woods, enfin la version féminine, bien sûr, en pensant qu'elle allait grandement améliorer son niveau de jeu, et notamment au niveau du putting. Et bon, je vous laisse deviner, c'est pas le cas. Alors, un outil payant, ça ne transforme pas votre campagne. Si votre campagne, elle est mal foutue, si elle ne transforme pas, ce n'est pas un outil qui va la transformer, ce n'est pas une automation qui va la transformer. Il faut bien comprendre qu'une automation, c'est comme en fait un circuit de plomberie. S'il y a des trous, quand vous mettez un tout petit peu d'eau, ça fuit un tout petit peu, il y a du goutte à goutte. Par contre, lorsque vous mettez un gros volume d'eau, vous poussez à fond la pression, qu'est-ce qui se passe? La pression fait tout exploser tout le circuit. Donc il y a très nombreux outils payants qui sont dispo sur le marché. Alors il suffit de taper Google Ads Tools et là vous allez avoir une ribambelle de tools. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi ça m'arrive parfois de rencontrer des prospects, je leur dis prenez un outil payant parce qu'aujourd'hui vous avez tellement séché votre campagne Google Ads que de toute façon moi je n'en ferai pas beaucoup mieux que vous, ou en tout cas ça va être le temps que ça va me prendre et le coût que ça va vous coûter est trop important.
Par contre, effectivement, avec des outils en fait, de bidding automatique ou bien de calcul d'automation qui sont faits dans les outils, ça peut être extrêmement pratique. Donc ça peut être un très bon compromis pour les gens notamment qui sont in-house, les traffic managers qui ont des budgets assez importants et qui souhaitent améliorer leur campagne. Sachant que bien évidemment, c'est recommandé pour toutes les personnes qui ont déjà un bon niveau sur Google Ads. Voilà. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas serein avec votre capacité à avoir fait la meilleure campagne qui soit, ne le faites pas. Alors, recibler tout le monde, hein, on est tous à l'heure du marketing 360, on cherche tous à connecter nos bases de données et on a tous envie de faire en sorte que nos fans de Facebook, nos followers de Twitter, nos followers sur LinkedIn, tous, on leur fasse des messages marketing différents en fonction de qui ils sont. Donc bien évidemment, vous avez la technique qui consiste à faire des imports-exports de bases de données, donc ça fonctionne plutôt bien. Il faut savoir quand même que les imports et exports de bases de données, notamment moi j'ai un de mes clients qui est un gros retailer dans tout ce qui est chaussures. Il a 300 000 emails qui correspondent à son fichier, vous savez, les soldes privés, là, les ventes privées, pardon. Quand il les importe dans Google et dans Facebook, il n'en reste plus que 100 000. Pourquoi ? Parce que les gens ont donné une adresse email qui n'est pas celle qu'ils utilisent dans Facebook. Donc ça fonctionne bien, c'est assez pratique, mais il faut avoir beaucoup de volume. Donc on revient toujours au même point sur les volumes. Donc en fait il y a une toute petite technique qui est vraiment extrêmement simple et extrêmement bête, c'est que chaque fois que vous faites une campagne marketing, mettez toujours le même UTM qui corresponde à chercher à un groupe de personnes, qui soient les gens qui soient sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Parce que vous allez donc créer en fait une audience, un groupe de gens qui au fur et à mesure du temps va grossir, mais qui surtout au fur et à mesure du temps va se renouveler tout le temps. C'est-à-dire que si vous faites une audience par exemple sur 365 jours, donc régulièrement vous allez avoir cette audience qui va grossir, 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 et que vous allez pouvoir réutiliser dans vos campagnes. Mais on peut même aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut même utiliser les gens en fonction en fait, du cycle de vie. C'est-à-dire que moi j'ai un de mes clients dans le domaine du voyage. En fait, quand il y a quelqu'un qui vient pour la première fois sur le site web et qui met quelque chose dans le panier, il n'a pas la même valeur que quelqu'un qui vient une première fois et qui n'est pas inscrit ou qui ne s'inscrit pas ou qui ne met rien dans le panier. Et donc bien évidemment, l'objectif c'est de segmenter vos campagnes, d'être capable de créer justement des stratégies de campagne qui soient un petit peu différentes en fonction de là où le client en est dans le cycle de vie chez vous. Et donc on peut voir effectivement, donc ça c'est une petite, les petites segmentations assez classiques entre les clients à reconquérir qui sont compliqués, les clients faciles, etc. Et quant à chacun ici peut le remettre dans son contexte de son travail à lui et de ses clients de son marché. Donc vous l'avez compris, l'automatisation c'est quelque chose qui s'envisage non pas sous un axe technique, mais qui doit partir d'un besoin business. Et ça, c'est une réalité que je rencontre bien souvent chez bon nombre de personnes qui pensent déjà tout de suite script ou JavaScript ou des choses techniques très compliquées et qui ne se posent même pas la question en fait, de leurs besoins business. Aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin pour faire votre campagne Google Ads? De quoi avez-vous besoin pour faire vivre votre entreprise? Quels sont les supports qui peuvent vous permettre effectivement de reprendre ce cycle de vie? Donc, en conclusion, automatiser, c'est prendre du recul sur le quotidien pour permettre de mieux envisager le lendemain. Et le lendemain, pas seulement le vôtre, c'est-à-dire en tant que traffic manager, responsable en agence ou que sais-je, sur différents sujets, mais c'est aussi celui de votre entreprise. On voit bien qu'en fait, aujourd'hui, jusqu'à à peu près il y a un an et demi, il y avait des campagnes assez linéaires en fait, dans Google où en fait, on ciblait tout le monde. Et puis maintenant, avec la création des audiences, d'ailleurs, pour ceux qui suivent beaucoup l'actualité du SIA, on parle de plus en plus d'un outil en fait, qui fonctionne sous la base d'audience et non pas sous la base de mots-clés. Donc voilà, donc il y a certainement plein de choses à faire. Il y a des automatisations qui sont des automatisations d'information et des automatisations d'action. Donc c'est pareil, prenez bien en compte effectivement ce qui va vous être utile pour vous informer, pour prendre de meilleures décisions et ce que vous pouvez automatiser en termes d'action. Et le dernier point, c'est qu'automatiser, malheureusement, ça n'est pas la possibilité de ne rien faire, c'est juste la possibilité de pouvoir mieux faire. Voilà. Merci beaucoup. Rabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais je pense que tu avais posé la question juste avant. Oui, tout à fait. Alors, y a-t-il un risque de fuite de budget incontrôlable dans l'automatisation? Tout à fait, complètement. En fait, il y a deux risques. Le premier risque, c'est de casser sa campagne et de ne plus rien avoir. Donc ça, c'est le plus gros risque que vous pouvez avoir.
puisque à la limite, une campagne qui est totalement cassée, c'est toujours plus compliqué qu'une campagne qui dépense trop. Règle Google Ads qui est des exemples pertinents. Donc notamment, tu as le fait, le budget qui atteint un certain niveau de dépenses par jour. Moi, c'est quelque chose que je fais notamment pour me faire des alertes critiques, entre 80% et 60%. Notamment, c'est intéressant, les journées de soldes, les journées un peu événementielles, comme des choses comme ça. Tu as aussi les groupes d'annonces, lorsque tu fais des grands changements, qui peuvent t'avertir par rapport à un niveau de taux d'impression. Parfois, on fait des changements. Moi, il y a à peu près un an, je travaillais dans une agence, j'avais quelqu'un dans l'équipe, il ne s'est pas rendu compte qu'il a changé le ciblage d'observation le ciblage de l'audience, il est passé de observation à ciblage, et donc tout d'un coup, il est passé de, je dis n'importe quoi, 10 000 impressions à 500 impressions par jour. Il ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Bon, il ne se rendait pas souvent sur cette campagne-là non plus. Mais en tout cas, avec cette petite automation, il se serait tout de suite rendu compte qu'il y avait un problème, puisqu'il passait de 10 000 impressions à 500 impressions. Pas d'automatisation pour les petits budgets, peu d'automatisation pour les petits budgets, et surtout beaucoup d'automatisation d'informations, et malheureusement peu d'automatisation d'actions. À partir de quel volume devient-il nécessaire de se passer sur des outils payants? Bonne question. Il n'y a pas vraiment de réponse précise. Faut bien savoir qu'en fait, un outil payant, en moyenne, c'est entre 5 et 10% de votre budget, en fonction de l'outil. Donc, il faut calculer entre le temps que vous y passez, vous, et le temps que ça vous fait gagner. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un budget de 50 000 € par mois, que ça vous coûte 5 000 € par mois, si ça vous permet de gagner, je dis n'importe quoi, un ETP par exemple, ça peut avoir du sens. Voilà. Je dirais que de toute façon, le fait de passer sur un outil payant, vous vous en rendez compte le jour où vous n'arrivez plus à gérer vous-même. Est-ce que je recommande ICPC? Oui, je le mets de base en fait. Moi, je suis ce que Google me dit de faire, je le fais. Pour être tout à fait honnête avec vous, Google me dit que ça fait des grandes différences. À titre personnel, j'en vois pas énormément. Par contre, ça me permet de gagner la paix avec Google. Et ça fait effectivement des petits ajustements, mais c'est à la marge. Comment améliorer le niveau de qualité dans les campagnes contre la concurrence? Je ne comprends pas la question. Qui a posé la question? Il peut... Ouais. Tu veux dire acheter la marque du concurrent dans Google? Vaste question. Vaste question. Il y a beaucoup de cas de figure. Mais on en parlera après. À titre personnel, voilà, ça dépend vraiment du métier, et surtout, ça dépend en fait de quel que représente la concurrence pour toi. J'ai rencontré une fois un client. C'est sûr que quand la concurrence, tu fais des boîtes alimentaires et que tu vas acheter Tupperware, tu n'as pas le choix que d'acheter Tupperware. Enfin, la marque est devenue le nom du produit, donc voilà. Par contre, il y a d'autres cas de figure où c'est pas le cas, et voilà, on peut s'en sortir comment? Bah voilà, vous avez gagné un peu de temps de pause pour aller prendre un café entre les deux conférences. Merci à tous, bonne journée.